Souvent, lorsqu'on voit une personne talentueuse pratiquer la compétence sur laquelle elle aurait un don naturel, on a tout sauf l'impression qu'elle pratique. Tout semble lui venir naturellement et elle a l'air complètement obsédée par ce qu'elle fait. C'est ce que la psychologue Ellen Wiener appelle « the rage to master », la rage de maîtriser. Cette rage serait génétiquement réservée à une minuscule poignée de la population qui compte des noms comme Einstein et Mozart. Mais dans la deuxième partie du livre de Daniel Coyle, la deuxième composante du Talent Code indique que cette rage n'est peut-être pas aussi rare qu'il n'y paraît. J'ai nommé l'ignition. Et à défaut d'être aussi intense que chez les génies les plus adulés de l'histoire de l'humanité, elle est tout à fait possible à trouver. Bienvenue dans les résumés de ETC. Tous les mois, je partage avec vous les distinctions essentielles que je découvre au cours de mes lectures. Mon objectif est de vous aider à briser les barrières qui limitent votre potentiel et de vous guider vers l'épanouissement professionnel. Pour ceux qui préfèrent lire plutôt qu'écouter, découvrez la version écrite de ce numéro sur le blog de mon site latraceuse-de-chemin.com. À présent, plongeons dans la vallée de tous les possibles. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de ce résumé du livre, il vous sera difficile de cerner tous les contours de cet épisode. Je vous invite donc à cliquer sur le lien en commentaire pour écouter la première partie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ignition? Traduit déclenchement en français, l'ignition est un processus par lequel l'énergie motrice qui vous motive à devenir meilleur est créée et maintenue dans le temps. Comme le dit Daniel Coyle, l'ignition fournit l'énergie tandis que le deep practice transforme cette énergie au fil du temps en progression, c'est-à-dire en couche de myéline. Dans son livre, Daniel Coyle met en lumière une discipline qui permet d'expliquer le processus de l'ignition. L'automaticité. Les experts de l'automaticité, dont le Dr Jeff Cohen de l'Université du Colorado, étudient les mécanismes inconscients qui gouvernent en silence nos choix, motivations et objectifs. Cette discipline révèle notamment que les circuits neuronaux de la motivation humaine sont rudimentaires. Ils datent de millions d'années et seraient localisés dans le cerveau reptilien. Alors oui, la théorie du cerveau reptilien a été remise en question par des recherches scientifiques plus récentes. Mais l'information à retenir ici est que pour se motiver, il faut aller toucher à des circuits dont les fondations remontent à des millions d'années. Daniel Coyle fait également allusion à un théorème qu'il a surnommé le principe de Scrooge. Si vous aimez les films de Noël, vous avez certainement suivi le film d'animation Le drôle de Noël de Scrooge, diffusé en 2009. Dans ce dessin animé, le personnage principal au nez aquilin et au visage serré est connu pour sa pingrerie, son mépris et sa haine du jour de Noël. Il s'appelle Ebenezer Scrooge. Durant la nuit du réveillon de Noël, il reçoit la visite de 3 fantômes qui le mettent face aux ombres du présent, du passé et de l'avenir. Le lendemain donc, le jour de Noël, Scrooge change du tout au tout. Il se réjouit de Noël comme personne d'autre et achète la plus grosse oie disponible. Il assiste même au dîner de Noël chez le fils de sa défunte sœur, neveu qu'il a passé toute sa vie à mépriser. Scrooge cesse d'être pingre et les années qui suivent, il reste dans le même mood. Le grincheux était devenu joyeux et avenant avec son entourage. Autant vous dire que j'ai revu ce film d'animation en écrivant ce résumé. D'après le principe de Scrooge, la partie inconsciente de votre cerveau est un banquier avare qui possède une réserve d'énergie. Ce pingre garde sa richesse dans une chambre forte à laquelle vous ne pouvez accéder volontairement par de simples demandes. Pour y accéder, Scrooge, le banquier pingre, doit recevoir la visite inopinée de fantômes. En pratique, ces fantômes correspondent à ce que le journaliste Daniel Coyle a appelé les signaux primitifs, primal cues en anglais. Daniel Coyle ne définit pas les signaux primitifs à proprement parler dans son livre, mais pour résumer ses propos, ces signaux sont des informations en provenance du monde extérieur. Ils touchent le subconscient et la plupart du temps ne parlent pas à la partie consciente de votre psyché. Ces signaux sont qualifiés de primitifs parce qu'ils touchent directement à la partie du cerveau qui est dépourvue entre griffes de civilisation et qui est presque entre griffes bestiale. Ils activent des émotions qui s'apparentent presque à un état de survie. Dans son livre, l'écrivain met en lumière 4 types de signaux primitifs qui peuvent déclencher l'ignition: appartenance, insécurité, rareté, exclusivité. Commençons par les signaux primitifs de l'appartenance. On entend constamment dire que l'humain est un être social, qu'il a besoin de se sentir inclus dans un groupe. Cela remontera à des millions d'années avec nos ancêtres qui devaient vivre en groupe pour être en sécurité. Ce fameux principe apparaît dans le phénomène de l'ignition. S'il peut le faire, pourquoi pas moi? En 1954, Roger Bannister, un carabin maigrichon, explose un record qui était considéré comme infranchissable par les physiologistes et les athlètes.
Il a couru le mile, c'est-à-dire environ 1609 mètres, en moins de 4 minutes. Quelques semaines plus tard, un Australien du nom de John Landy bat à son tour le même record. Puis, en moins de 3 ans, au moins 17 coureurs avaient accompli ce que Sports Illustrated appelait le grand exploit sportif du XXe siècle. Le 18 mai 1998, Sherry Park, une jeune golfeuse de 20 ans, remporte le championnat McDonald's LPGA. Cet événement est une aubaine parce qu'avant elle, aucun Sud-Coréen n'avait percé dans le golf. Sa prouesse est telle que dans un journal de Séoul, on peut lire « Sherry Park n'est pas la Tiger Woods au féminin, c'est Tiger Woods qui est la Sherry Park au masculin ». 10 ans plus tard, 45 joueuses de golf sud-coréennes remportent environ un tiers des tournois. La même année, la tenniswoman de 17 ans Anna Kournikova devient l'athlète la plus téléchargée au monde. Et pour cause, elle atteint les demi-finales de Wimbledon avec une apparence de mannequin. Environ 9 ans plus tard, en 2007, les tenniswomen russes occupent 5 des 10 premières places du classement mondial et 12 des 50 premières. Nick Bollettieri, fondateur de l'académie de tennis éponyme, est tellement époustouflé qu'il affirme « On dirait l'armée russe, putain ». Elle n'arrête pas de débarquer. Toutes les petites filles du Spartak Tennis Club avaient commencé à attacher leurs cheveux en queue de cheval et à grogner en frappant la balle, selon les dires de Larissa Preobrazhenskaya, entraîneuse du club. Je cite, « Elles étaient toutes de petites Anna ». Si vous avez écouté la première partie de ce résumé, vous vous souvenez sans doute de Clarissa. La veille de sa prouesse, la petite Clarissa avait eu un cours déplaisant avec son professeur de musique, comme d'habitude. Il avait essayé en vain de lui enseigner la cinquantaine. Frustré, il décida de jouer la version jazz de la cinquantaine, Golden Wedding, la mélodie sur laquelle le deep practice de Clarissa avait laissé le psychologue musical McPherson sur le cul. Selon ce dernier, au moment de la performance du prof, Clarissa était comme hypnotisée et bouleversée. Cette fascination a ensuite généré chez Clarissa une forte envie d'apprendre, avidité qui a expliqué le travail de pro qu'elle a accompli le lendemain alors qu'elle était une débutante. Toutes ces expériences ont un point commun. Suite à un succès fulgurant et inattendu, une explosion massive de nouveaux talents a eu lieu. Cette floraison massive est liée au signal primitif. Si ou elle peut le faire, pourquoi pas moi? Dans chacune de ces situations, les nouveaux talents ont reçu un appel vers leur appartenance future à un groupe, le groupe de ceux qui peuvent accomplir la prouesse à laquelle ils avaient assisté. Une petite étude menée par le psychologue McPherson est venue appuyer le signal primitif de l'appartenance future. Il a demandé aux enfants qui participaient à la même étude musicale que Clarissa pendant combien de temps ils pensaient jouer de l'instrument qu'ils apprenaient. Il a ensuite mesuré la quantité de pratique que chacun d'eux faisait et a mis cette nouvelle donnée en corrélation avec la première. En termes d'engagement à jouer de cet instrument, tous les enfants ont été classés dans 3 catégories en fonction de leur réponse. Engagement sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Quant à la pratique, ils ont également été classés en 3 groupes. Faible pour 20 minutes, moyenne pour 45 minutes et élevé pour 90 minutes. Voici les résultats qu'il a obtenus. Avec la même quantité de pratique, le groupe d'engagement à long terme surpassait le groupe d'engagement à court terme de 400%. Avec seulement 20 minutes de pratique, les engagés à long terme progressaient plus vite que les engagés à court terme qui s'exerçaient pendant 90 minutes. Enfin, les performances montaient en flèche lorsque l'engagement à long terme était combiné à une pratique élevée. Plus vous vous considérez comme membre futur d'un groupe social, plus vous êtes enclin à être habité par des niveaux élevés de motivation. À leur tour, ces niveaux de motivation conduisent à un deep practice qualitatif, puis à des performances explosives. D'autres études réalisées par le Dr Jeff Cohen et son collègue Gregory Walton vont dans le même sens. Ils ont étudié un groupe d'étudiants en première année à l'université de Yale en leur donnant à lire un magazine qui relatait l'histoire de Nathan Jackson. Nathan est un élève qui a débarqué au collège ne sachant pas quelle carrière embrasser. Il a finalement développé un amour pour les maths et a fini par avoir une belle carrière dans le département de mathématiques de l'université. Pour la moitié des sujets de l'étude, la page biographique de Nathan avait été altérée. Sa date de naissance avait été modifiée pour coïncider avec celle du lecteur. Après cette lecture, les psychologues ont mesuré la persévérance des étudiants face aux problèmes de maths insolubles. Ils se sont alors rendus compte que les étudiants dont l'anniversaire matchait faussement avec celui de Nathan avaient persisté 65% plus longtemps que ceux de l'autre groupe. Walton a précisé que si ce signal primitif avait autant fonctionné, c'était certainement parce qu'il était inconscient.
Les sujets étudiés ne s'en rendaient pas compte, mais leur cerveau avait fait le lien. Je suis comme Nathan parce qu'on est né le même jour. S'il peut le faire, pourquoi pas moi? Cela s'explique notamment par le fait que le subconscient peut traiter 11 millions d'informations par seconde, tandis que le conscient peut à peine en traiter 40. Vous avez donc tout intérêt à intégrer le subconscient dans vos processus d'apprentissage ou de réalisation. Les signaux primitifs de l'appartenance sont ancrés dans notre langage quotidien. L'appartenance prend souvent la forme de phrases simples comme « je veux être comme lui ou elle ou eux ». Dans le futur, alors je dois me mettre au travail dès maintenant. J'appartiens au même groupe qu'eux, alors s'il peut le faire, pourquoi pas moi? C'est ce même principe que beaucoup de parents essaient, sans le savoir, d'utiliser avec leurs enfants. Ils disent que les premiers de classe n'ont pas de tête et qu'on peut donc en faire autant. Malheureusement, leur stratégie pose de problèmes. Premièrement, elle parle au conscient et deuxièmement, s'inscrit dans une démarche qui active le fixed mindset chez l'enfant. En d'autres termes, l'enfant comprend que ses parents le comparent aux autres enfants. Il interprète aussi que s'il veut être digne à leurs yeux, il doit être super doué comme les premiers de classe. Si vous avez écouté l'épisode sur le fixed mindset, vous comprenez déjà qu'ils auront tout le contraire de l'effet escompté. Au lieu d'embrasser les défis pour s'améliorer, l'enfant commence à les fuir de peur de se rater, tout simplement parce qu'il a constamment la crainte de perdre le peu d'amour que ses parents daignent encore lui accorder. Une manière plus efficace d'utiliser ces signaux primitifs sur son enfant serait d'utiliser des histoires ou des magazines comme dans l'étude de Cohen et Walton. Mais attention à ne pas utiliser des noms connus en altérant leur date de naissance par exemple. Aujourd'hui, les jeunes peuvent vérifier toutes les infos que vous leur donnez en quelques clics. Idéalement, il faudrait chercher des figures emblématiques qui ont réellement un point commun avec l'enfant ou alors passer par des histoires fictives. Vous pouvez également commencer à exposer votre enfant à divers univers pour voir celui qui activera son sentiment ou son besoin d'appartenance. Ce dernier se constate généralement tout seul, vous n'aurez pas besoin de forcer. Toutefois, attention à ne pas tomber dans le piège de vouloir forcer l'enfant à suivre coûte que coûte le plan que vous avez tracé pour lui. Dans une étude menée par le psychologue Carl Dweck, elle a questionné des enfants ayant de 6 ans à l'âge du lycée qui ont un fixed mindset. L'étude a révélé que ces enfants pensent que leurs parents ne les aimeront ou ne les respecteront que s'ils remplissent les attentes de ces derniers. À présent, passons aux signaux primitifs de l'insécurité. Que ne ferait pas l'être humain pour se sentir en sécurité? Très peu de choses sur cette terre. Et c'est pour cela que les signaux primitifs qui font penser à l'humain qu'il n'est pas en sécurité sont capables de déverrouiller la chambre forte de Scrooge. En 1970, le psychologue clinicien Martin Eisenstadt teste une théorie qu'il a développée et qui relie la psychose causée par la perte d'un parent au génie. Pour cela, il se base sur l'histoire de toutes les figures emblématiques figurant dans l'Encyclopédia Britannica qui comptait 573 noms, dont des écrivains, scientifiques, leaders politiques, compositeurs, soldats, philosophes et explorateurs. Sur la liste, 44 personnes, soit environ 8%, étaient devenues orphelins à un jeune âge. Parmi eux, Newton, Napoléon, Lincoln, Lénine, Gandhi, Bill Clinton. Ils avaient perdu leurs premiers parents à un âge moyen de 13,9 ans, avec un minimum de 0, donc avant la naissance, et un maximum de 15 ans. Daniel Coyle a complété cette liste avec celle de personnes ne figurant pas dans l'Encyclopédia Britannica, mais étant des stars du show business. Cette liste compte 48 noms dont Julia Roberts, Madonna, Jimi Hendrix, Eddie Murphy, Charlie Chaplin. Selon l'écrivain, perdre un parent en étant un enfant envoie le signal primitif « tu n'es pas en sécurité ». Are not safe. Selon Eisenstadt, ce signal créerait chez l'enfant le point de départ d'une immense énergie compensatoire. Mieux, quand il soulève brièvement le cas des enfants ayant été séparés d'un parent, celui-ci étant vivant. C'est le cas dans les divorces par exemple. Le signal envoyé est à peu près le même, tu n'es pas en sécurité. Pensez aussi aux enfants qui ont grandi dans un foyer abusif ou avec un parent gravement malade, alcoolique, drogué, violent, verbalement ou physiquement. Toutefois, Cohen précise bien ne pas prétendre que le décès précoce d'un parent conduit systématiquement à de grands accomplissements. Il souligne juste que ce signal primitif donne plus de chances à ces enfants d'utiliser cette immense énergie compensatoire, ce qui n'est pas le cas des enfants qui ont grandi avec leurs parents. Par ailleurs, une remarque intéressante a poussé Daniel Coyle à mener l'équivalent d'une micro-étude. Il s'est rendu compte que sa dernière née et les plus jeunes enfants de ses amis étaient souvent les coureurs les plus rapides de la famille. Il a alors analysé une liste faite des détenteurs du record des 100 mètres sur le top 10 des records franchis. Il s'est rendu compte qu'aucun d'eux n'était né en premier, Usain Bolt y compris. Ils étaient tous nés à la position 4 en moyenne sur une fratrie de 4,6 enfants. Il a trouvé des résultats similaires pour le top 10 des meilleurs coureurs de l'histoire de la NFL en termes de yards à la course.
Ils occupaient en moyenne la position 3,2 pour des familles de 4,4 enfants. Ici, le signal primitif serait « tu es à la traîne, suis le rythme ». Une fois encore, l'écrivain précise que faire partie des derniers nés ne fera pas systématiquement de vous Usain Bolt. En revanche, ce signal primitif vous donne plus de chances de débloquer le coffre-fort de Scrooge. Pour finir, passons aux signaux primitifs de l'exclusivité et de la rareté. Ces deux catégories de signaux primitifs sont mises ensemble parce qu'elles vont de pair. Avoir quelque chose qui est rare crée un sentiment d'exclusivité et quand on se sent privilégié, c'est souvent parce qu'on pense avoir une chose rare. Pour étayer ces deux catégories, Daniel Coyle fait allusion à deux programmes de musique mis en place par des écoles publiques éponymes, PS233 et Wadley. Ils avaient pour but d'enseigner le violon aux enfants. N'ayant pas assez de violons à leur disposition, PS233 a dû organiser une loterie pour sélectionner les enfants qui auraient accès au programme. En revanche, Wadley avait à sa disposition autant de violons que d'enfants. Tous ceux qui souhaitaient intégrer le programme ont donc été acceptés. Un an plus tard, PS233 qui avait dû faire de la loterie était en pleine expansion tandis que Wadley ramait. Ce dernier rencontrait des problèmes de discipline tandis que l'autre n'en rencontrait pas. Pourtant, étonnamment, Wadley avait de nombreux avantages sur PS233. Un programme axé sur l'art, des parents qui accordaient de la valeur à l'éducation artistique, des enfants ayant vraisemblablement un intérêt réel pour la musique, un auditorium flambant neuf et les moyens nécessaires pour fournir un violon à chaque enfant désireux d'en jouer. À l'opposé, PS233 n'avait rien de tout ça et les enfants n'avaient aucune inclination apparente pour les violons ou l'art en général. Daniel Coyle associe ce résultat paradoxal au signal primitif. J'ai de la chance. Les enfants de PS233 ont dû participer à une loterie pour accéder au programme. Leur sélection reposait donc uniquement sur un pur hasard, sur de la chance. En revanche, ceux de Wadley avaient pu accéder au programme sans le moindre effort. Ils avaient juste manifesté l'envie d'en être pour être acceptés. Les enfants de PS233 ont ressenti une exclusivité liée à la chance d'accéder à une opportunité rare. Tout le contraire des enfants de Wadley. Il n'est pas nécessaire de mener une tonne d'études pour avoir conscience du pouvoir que la rareté et l'exclusivité ont sur nous. On a tendance à prendre mieux soin de ce qui nous paraît difficilement accessible que de ce qui nous paraît facilement accessible. Cela est autant valable pour les opportunités, les objets et les personnes. Quand j'ai quitté la médecine, un proche à qui je tiens énormément a essayé d'utiliser le signal d'exclusivité et de rareté sur moi. Il n'en avait certainement pas conscience et moi non plus à l'époque. Il m'a dit, je cite approximativement, « Si c'était pour t'arrêter en 3e année, pourquoi avoir empêché une autre personne qui souhaitait intégrer la médecine d'y accéder? Tu as volé sa chance et maintenant tu la gaspilles. » Vous vous doutez bien que ça n'a pas fonctionné, même si de prime abord, ça a l'air convaincant. Cela n'a pas fonctionné pour la simple raison que son argument était complètement éclaté au sol. Si j'ai pu intégrer la fac de médecine, c'est parce que j'ai été classée boursière. Pour obtenir ce classement systématique, j'ai obtenu 16 de moyenne au bac. Et avant le bac, j'étais toujours parmi les meilleurs à l'école. C'est tout sauf du hasard ou de la chance. C'est une suite logique de mon travail acharné. C'était une évidence autant pour mon conscient que pour mon subconscient. Le coffre-fort de Scrooge n'a donc pas pu être ouvert puisque ce signal erroné n'a pas pu toucher mon psyché. À ce stade, certains pensent certainement qu'il suffit d'une ignition causée par un signal primitif pour déclencher une explosion de talent. D'autres pensent au contraire à des situations où ils ont vu une ignition qui n'a pas été suivie d'explosion de talent. L'ignition peut avoir l'air magique, mais elle ne l'est pas. Comme l'a dit Daniel Coyle, déclencher l'ouverture du coffre de Scrooge pour accéder à une énorme source d'énergie est une chose. Mais c'en est une autre de le pousser à dépenser sur les oies de Noël jour après jour. Pour qu'une ignition soit réellement utile, elle doit être suivie du deep practice. Et le deep practice demande du temps, des efforts importants et un travail passionné. Dans les différents cas d'explosion de talent mentionnés dans le livre The Talent Code, il a fallu environ 5 à 6 ans pour qu'une dizaine de joueurs touchés par l'ignition figurent parmi les meilleurs. C'était le temps nécessaire à l'apprentissage approfondi. Si un seul signal primitif peut déclencher votre engagement à atteindre un objectif donné, il ne suffira pas à vous donner l'énergie nécessaire pour faire de l'apprentissage approfondi au quotidien. Pour avoir continuellement une telle énergie, vous devez être constamment exposé à des signaux primitifs. Et c'est là qu'intervient la notion d'environnement. Dans son livre, Coyle mentionne le fait que la plupart des incubateurs de talents qu'il a visités n'étaient pas des plus confortables. Le fait qu'il en soit ainsi crée constamment des signaux primitifs dans le style « Vous n'êtes pas en sécurité ici » ou vous pourriez avoir mieux si vous bossez dur. Les personnes présentes dans ces incubateurs, notamment les coachs, constituent eux aussi des porteurs ambulants de signaux primitifs.
ce qu'ils dégagent, ce qu'ils représentent, comment ils se comportent, etc. Imaginez un peu un incubateur de football où de célèbres joueurs tels que CR7, Lionel Messi, Drogba, Eto'o, Mbappé, etc. sont constamment dans les parages ou interviennent en tant que coach. Rien que par leur présence, ils envoient constamment des signaux primitifs du style d'appartenance, vous pourriez devenir comme moi, de rareté et d'exclusivité, vous avez de la chance de m'avoir pour coach ou simplement de me côtoyer, et d'insécurité, vous avez encore beaucoup à faire pour atteindre mon niveau, gardez le cap. Cela ne signifie pas que vous devez vous installer dans un endroit délabré pour être plus motivé ou que vous devez impérativement être au contact de vos idoles. Cela signifie que votre environnement doit être conçu de manière à vous envoyer constamment des signaux primitifs qui déclenchent insécurité, sentiment ou besoin d'appartenance et évidemment sentiment d'exclusivité et de rareté. Cela passe par les personnes que vous fréquentez le plus, les contenus que vous consommez le plus sur les réseaux sociaux, la manière dont vous aménagez votre espace et les actions que vous posez. Par exemple, si votre objectif est de devenir un as de la vente, il est idéal de vous lier d'amitié avec des personnes qui font régulièrement de la vente, de suivre des comptes qui traitent de sujets en rapport avec la vente et de créer un espace où la vente prend une grande place. Par exemple, votre espace de travail peut être aménagé avec des livres qui traitent de vente, des documents qui abordent le sujet, une citation sur la vente accrochée à un mur, des fonds d'écran en rapport avec la vente, des groupes sur les réseaux sociaux où on parle constamment de vente. Comme le dit mon collègue et ami Sobour Tidjani, vous devez être matrixé par la vente et ne jurer que par elle. Vous savez désormais que si vous peinez à évoluer dans un domaine, il est peut-être temps d'analyser votre environnement et d'identifier les signaux primitifs qui gouvernent vos actes depuis longtemps. Par ailleurs, désormais, quand on vous dira que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez, vous pourrez frimer en rajoutant que cela s'explique par les signaux primitifs que ces personnes vous renvoient constamment à travers leurs actes, leurs mots et leur système de pensée. Bienvenue dans la vallée de tous les possibles.